Ce cri de goéland, on l'entend partout, hein, sur les côtes, bien sûr, mais de plus en plus en ville quand même. Et pourtant, qui peut dire à coup sûr si c'est un goéland, une mouette ou autre chose? Perso, j'avoue, j'ai tendance à tout appeler mouette, par facilité. C'est une vraie zone grise pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression. Heureusement, là, on a pas mal de documents pour y voir plus clair. On a un guide d'identification, un rapport assez costaud sur la gestion des goélands à Calais, des articles de recherche, de presse aussi, sur le goéland le coffé, le fameux gabian du sud, c'est ça, et même des notes techniques sur comment les effaroucher. Donc l'objectif aujourd'hui, essayer de démêler tout ça, comprendre qui sont vraiment ces oiseaux, pourquoi ils sont si présents dans nos villes, les problèmes que ça peut poser et comment on essaye de cohabiter, quoi. C'est un sujet assez fascinant parce que ça mélange la protection des espèces, la gestion des nuisances et même, on va le voir, le déclin de certaines populations. Allez, on attaque. On commence par la base, peut-être. L'identification. Les sources insistent sur quelques confusions assez fréquentes. Même pour des oiseaux qu'on croit connaître, ben, c'est pas si simple, hein. Oui, prenons un cas d'école. Goéland argenté contre goéland lecoffé. Ils se ressemblent pas mal, c'est vrai. Mais il y a un truc assez fiable pour les adultes en plumage nuptial, c'est la couleur des pattes. Ah oui. Rose pour l'argenté et jaune pour le lecoffé. Ce lecoffé, c'est lui qu'on appelle souvent gabian en Provence, effectivement. C'est simple, dit comme ça. Mais bon, faut regarder au bon moment et au bon endroit. Décor pattes rose contre pattes jaune. Et j'ai lu ce détail incroyable sur les poussins qui tapotent la petite tache rouge sur le bec des parents pour réclamer la nourriture. C'est fou comme mécanisme. Ah oui, c'est un comportement instinctif très connu chez les goélands. Ça montre déjà une certaine complexité. Et quand on pense qu'il y a 9 espèces de goélands rien qu'en France, ça complexifie encore l'identification pour le non-spécialiste. Clairement. Autre confusion classique, mais là on change de catégorie. Corneille noir et grand corbeau. Là, il n'y a pas photo sur la taille, non? Ah non, là c'est le jour et la nuit. Le grand corbeau, c'est une force de la nature, beaucoup plus grand, une envergure qui peut dépasser celle d'une buse variable. C'est quand même le plus grand des passereaux. Le plus grand des passereaux, C'est-à-dire la même famille que les moineaux. ça surprend, hein. Bah oui, l'ordre des passeriformes est immense et très diversifié. Et son bec, au grand corbeau, est beaucoup plus massif, plus fort. Mais surtout, leurs habitats sont très différents. Le grand corbeau, c'est plutôt les milieux sauvages, reculés, les falaises, les montagnes. La corneille noire, elle est beaucoup plus adaptable. On la trouve partout, ville, campagne. Franchement, voir un grand corbeau en pleine ville, c'est très improbable. Donc le grand oiseau noir sur les toits en ville, c'est quasi sûr une corneille. Et attention, il y a aussi le corbeau freux, c'est encore autre chose, hein. Celui avec le bec un peu pâle. Exactement. Le freux, on le reconnaît à la base de son bec qui est grisâtre, déplumé chez l'adulte. Et il est plus souvent en groupe dans les champs, les campagnes cultivées. C'est pas le même que la corneille, non? D'accord. Et un autre duo qui niche près de nous, hirondelle rustique et hirondelle de fenêtre. Elles nous rendent bien service en mangeant les insectes. Tout à fait. Toutes les deux insectivores. Et elles partagent souvent nos bâtiments pour nicher. Mais elles sont bien distinctes. Oui, la rustique, elle a cette gorge rouge brique et surtout sa queue très fourchue avec des longs filets, c'est ça, hein? Alors que la fenêtre est toute blanche dessous et son croupion blanc est très visible quand elle vole. C'est exactement ça. Des critères assez nets quand on prend le temps de l'observer. Mais attention, la confusion fréquente, c'est avec le martinet noir. Ah oui, celui qui ressemble à une hirondelle mais qui vole différemment, plus vite. Oui, silhouette un peu similaire en vol, très rapide, mais il n'a rien à voir génétiquement. C'est pas une hirindinidée, c'est un apodidé, une famille à part. Le martinet, c'est l'oiseau qui passe quasiment toute sa vie en vol, sauf pour nicher. C'est assez exceptionnel, hein? Incroyable. Bon, les sources mentionnent vite fait d'autres pairs comme les mésanges la bleue avec sa tête bleue, la charbonnière plus grande avec sa tête noire et sa cravate jaune, ou la tourterelle turque, celle qui roucoule tout le temps, fine, gris pâle avec son collier noir, à ne pas confondre avec le pigeon bisé, plus costaud, plus variable, ou le merle noir, mâle tout noir bec orange, et la grive musicienne, plus brune et tachetée. Bon, avoir quelques repères, ça aide déjà pas mal à y voir plus clair. Mais revenons à nos goélands, surtout le leucophée dont parlent beaucoup les documents. Pourquoi cette invasion urbaine, comme on dit parfois? Qu'est-ce qui les attire sur nos toits, loin de la mer? Bah, le mot-clé, je crois, c'est vraiment l'opportunisme. Ces oiseaux ont une capacité d'adaptation, une plasticité comportementale assez bluffante.
Le goéland leucophée, par exemple, il est omnivore puissance 10. Il peut pêcher et, oui, ramasser des coquillages, chasser des insectes, mais il est surtout passé maître dans l'art d'exploiter les ressources liées aux humains. Et il n'est pas très farouche en plus. Exploiter nos ressources, nos poubelles en gros. En très grande partie, oui. Il faut voir que, historiquement, les décharges à ciel ouvert, c'était le paradis pour eux. Les études qu'on a, notamment à Marseille, elles sont très claires là-dessus. La proximité des décharges a littéralement fait exploser leur succès reproducteur. Ah oui, comment ça? Plus d'œufs par nichée, des œufs plus gros et surtout une bien meilleure survie des poussins. C'était un garde-manger géant, facile d'accès. Et en plus, ils sont intelligents. Les sources soulignent leur capacité à apprendre, à observer nos habitudes, les heures de collecte des déchets par exemple, et même à ouvrir des sacs poubelles ou des conteneurs mal fermés. Carrément, ouvrir les poubelles. C'est plus que juste piquer une frite sur la plage, là. Ah oui, oui. C'est une intelligence très pratique, très orientée vers la recherche de nourriture. Et cette intelligence leur a permis de s'adapter quand les conditions ont changé. Avec la fermeture progressive des grandes décharges à l'ancienne, eh bien, ils n'ont pas disparu. Ils ont juste redirigé leur attention vers les rejets de pêche, les poubelles en ville, la nourriture qu'on laisse traîner ou qu'on donne, volontairement ou non. Certaines pratiques agricoles aussi, comme la riziculture en Camargue, ont pu jouer un rôle. Et du coup, nos villes sont devenues des... Comme habitat de remplacement plutôt sympa pour eux. Exactement. Pensez-y, les toits plats, les grandes terrasses, les corniches, les cheminées d'usines désaffectées, tout ça, ce sont des sites de nidification idéaux. Souvent en hauteur, à l'abri des prédateurs terrestres comme le renard, qu'ils pourraient croiser sur des îlots naturels. Et parfois, ces sites naturels sont moins attractifs, soit parce que la nourriture naturelle se raréfie, soit à cause de la compétition avec d'autres oiseaux. La ville devient une option sûre et pleine de ressources. Logique. Et ça a conduit à une démographie galopante, au moins pour ce goéland leucophée. Oui, les chiffres donnés dans les études sont assez frappants. Pour le leucophée en Méditerranée, on parle d'une espèce qui était quasi disparue au début du XXe siècle et qui a connu une croissance démographique exponentielle par endroits. Des taux de croissance de 10% par an. Une survie des adultes qui frôle les 90% dans certaines colonies étudiées. C'est énorme pour un oiseau de cette taille. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et même un peu paradoxal, les sources plus récentes, notamment celles d'associations comme Bretagne Vivante, mettent le doigt sur un truc important. Un paradoxe? C'est-à-dire, Eh bien, pendant que localement, dans certaines villes, on a cette impression de prolifération de trop de goélands, les populations de certaines espèces de goélands, comme l'argenté ou le brun, dans leur milieu naturel, sur les côtes, elles sont en chute libre. sérieux? Oui. En Bretagne, par exemple, les effectifs nicheurs naturels de goélands argentés et de goélands bruns ont été divisés par 2, voire par 3 en seulement 20 ans. C'est dramatique. Au point qu'ils sont sérieusement envisagés pour passer au statut vulnérable sur la prochaine liste rouge régionale. Attendez, ça veut dire que pendant qu'on s'énerve contre les goélands qui salissent les voitures à Calais ou ailleurs, ces mêmes oiseaux ou leurs cousins très proches sont en train de galérer dans leur fief historique. Ça change tout. Ça change complètement la perspective, oui. Et ça montre toute la difficulté de gérer ces espèces. Prenez le goéland argenté. Il est protégé par la loi française depuis 1962, confirmé par des textes européens et nationaux plus récents, mais en même temps, il est classé quasi menacé sur les listes rouges, que ce soit en France ou en Europe. Donc, à la fois protégé, parfois source de nuisances locales importantes, et globalement en déclin. C'est un vrai casse-tête. Ce qui nous amène tout droit aux nuisances et à la gestion. Le rapport sur Calais est super concret là-dessus. C'est quoi les principaux problèmes signalés? Alors, les nuisances, elles sont de plusieurs types. Le bruit, c'est souvent le premier truc qui ressort. Les cris stridents, constants, surtout pendant la longue période de reproduction, ça peut vraiment taper sur les lèvres. Ensuite, évidemment, les salissures et les dégradations. Les fientes sont acides, ça attaque les peintures, les matériaux des bâtiments, les voitures, le mobilier urbain, et les nids eux-mêmes peuvent boucher les gouttières, les conduits de ventilation, etc. Il y a aussi les poubelles éventrées, j'imagine, hein. Bien sûr, l'éventration des sacs et la dispersion des déchets, c'est un problème d'hygiène publique et ça donne une image négligée. Et puis, il y a cet aspect agressivité qui est mentionné dans le rapport de Calais. Oui, j'ai vu ça. 22 signalements sur 91 en 2024. Parler d'agressivité. Faut avoir peur ou, bon, il faut relativiser.
Quasiment toujours, c'est un comportement de défense. Ils protègent leurs nids ou leurs jeunes qui viennent de s'envoler et qui sont un peu maladroits à eux seuls. Ce n'est pas une attaque gratuite pour le plaisir, mais c'est sûr que se faire foncer dessus par un gros oiseau qui crie, ça peut être très impressionnant, voire effrayant. Enfin, on peut ajouter les craintes sur les risques sanitaires, même si les sources n'insistent pas trop là-dessus, et l'impact sur la biodiversité. Ils peuvent prédater d'autres oiseaux, des petits mammifères, et à Marseille, par exemple, leur surnombre a modifié la flore sur certains îlots, favorisant les plantes qui aiment les sols riches en azote, donc très fertilisés par leur déjection. Ok, le tableau est complet. Face à ça, on fait quoi? Le rapport de Calais parle de l'approche ERC. Éviter, réduire, compenser. On peut détailler un peu. Éviter, c'est quoi? Éviter, c'est l'idéal. Empêcher les oiseaux de s'installer là où ils posent problème ou limiter les nuisances avant qu'elles n'arrivent. Ça passe d'abord par des dispositifs physiques sur les bâtiments. Les classiques, pics anti-pose, les fils tondus, les filets. Et à Calais, ils ont beaucoup misé sur des coupelles répulsives spécifiques appelées Bird Free. Ah oui, vous en avez parlé. Plus de 4800 installés, c'est énorme. Ça marche comment ce truc? C'est un gel spécial, à base de produits naturels, je crois, qui est déposé dans des petites coupelles. Ça perturbe les oiseaux par l'odeur et surtout par la vue, car ils perçoivent les UV émis par le gel comme du feu ou un danger. Et d'après le rapport de Calais, c'est très efficace. Zéro nidification sur les toits équipés. Pas mal, mais ça doit avoir un coût. Et l'effarouchement classique, ça donne quoi? L'effarouchement, c'est une autre technique d'évitement. Ça peut être sonore, des appareils qui diffusent des cris de détresse d'oiseaux ou des sons spécifiques qui leur déplaisent, comme l'avitrac utilisé à Brest. Ça peut être visuel, des cerfs-volants en forme de rapace, des ballons avec des yeux dessinés, des lasers. Et puis à la méthode forte, mais très efficace sur certains sites comme une usine à Lavera, la fauconnerie. La fauconnerie. Carrément faire voler des faucons pour chasser les goélands. Pour les effrayer durablement, oui. Les passages réguliers de rapaces créent un tel sentiment d'insécurité que les goélands finissent par abandonner le site pour nicher. Mais bien sûr, ça a un coût, et ça ne s'applique pas partout. Mais la base de l'évitement, le plus important, ça reste de leur couper l'accès à la nourriture facile. D'où l'importance de généraliser les poubelles bien fermées, d'interdire strictement de nourrir les oiseaux, l'amende de 450 € à Calais, ça doit dissuader, et même d'entretenir régulièrement les toits pour enlever tout ce qui pourrait servir à démarrer un nid. Ok, ça c'est pour éviter. Mais si le mal est fait, si les goélands sont là et qu'ils posent vraiment problème, on passe à réduire. Exemple, enlever les nids vides ou les amas de matériaux. Mais attention, uniquement en dehors de la période de reproduction. Et souvent, ils reconstruisent très vite, donc l'efficacité est limitée. La méthode plus radicale, c'est la stérilisation des œufs. Ah oui, ça j'ai vu, on enduit les œufs avec un mélange d'huile et de formol, c'est ça? Ouais. Pour stopper le développement de l'embryon. Ça a l'air assez directif, j'imagine que ça fait débat. Oh que oui, ça fait débat. Déjà, c'est une méthode qui nécessite une dérogation préfectorale très stricte. Il faut prouver qu'il n'y a pas d'autre solution, que les nuisances sont graves, qu'on a mis en place toutes les mesures d'évitement possibles. Calais avait obtenu une autorisation pour stériliser 150 nids, plus 50 en réserve, pour 2024. Mais apparemment, à cause d'un décalage entre la date de l'arrêté et une éclosion précoce cette année-là, ils n'ont pas pu faire la campagne. Ah, loupé, oui. Et puis, sur le fond, c'est controversé. Des associations comme Bretagne Vivante disent que ça ne règle pas le problème. Les couples dont les œufs sont stérilisés vont rester sur place, peut-être même devenir plus agressifs pour défendre leur territoire vide, ou simplement se déplacer pour nicher ailleurs l'année suivante. Pour eux, ça déplace le problème sans s'attaquer aux causes, notamment l'accès à la nourriture. Sans parler des méthodes encore plus anciennes comme l'éradication ou l'empoisonnement qui sont aujourd'hui très marginales, peu efficaces à long terme et posent d'énormes problèmes éthiques et écologiques. Et la dernière lettre du sigle, c'est pour compenser. Ça veut dire quoi? La compensation, elle intervient surtout quand on est obligé de détruire un site de nidification existant, par exemple lors de travaux de rénovation ou de démolition d'un bâtiment ou des goélands nichés, et qu'on a obtenu une dérogation pour ça. Dans ce cas, la loi impose souvent de prendre des mesures pour compenser la perte de cet habitat. Comment on compense? On leur construit des HLM pour goélands? Ah ah, presque. On doit essayer de créer des sites de nidification alternatifs, des zones de report ou zones de compensation, dans des endroits où ils ne gêneront personne, ou moins. À Calais, ils utilisaient un site industriel désaffecté, celui d'Umicore, comme zone de compensation. Mais ce site va être réaménagé,
Donc la ville doit maintenant trouver une autre solution. C'est un vrai défi de trouver des espaces adaptés qui soient acceptés par les oiseaux et qui ne créent pas de nouvelles nuisances à côté. Et tout ça, il faut bien voir que c'est très encadré par la loi. On ne le répétera jamais assez. Les goélands sont des espèces protégées. Interdiction de les tuer, de les blesser, de les perturber intentionnellement, d'enlever ou de détruire les œufs ou les nids sans autorisation. Pour obtenir une dérogation, il faut monter un dossier béton qui passe par l'ADREAL, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et la décision finale du préfet. Il faut vraiment prouver un intérêt public majeur, santé, sécurité, dégâts économiques importants et démontrer qu'on a tout essayé d'autre avant. On comprend mieux pourquoi les mairies se sentent parfois un peu dépassées, comme le suggèrent les notes. Entre la loi qui protège, l'intelligence et l'adaptabilité des oiseaux qui déjouent souvent les dispositifs, le coût des interventions et la pression des habitants qui n'en peuvent plus. C'est un sacré sac de nœuds. C'est exactement ça. Il n'y a pas de baguette magique. C'est une gestion au cas par cas qui demande du temps, de l'argent, de la persévérance et aussi beaucoup de pédagogie pour expliquer la complexité de la situation aux habitants dont la perception peut être très différente selon qu'ils subissent les nuisances ou non. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a vu. D'abord que l'identification, même des oiseaux communs, c'est pas si simple, faut être attentif. Ensuite, que la présence massive des goélands en ville, c'est largement de notre faute, à cause de nos déchets et de nos constructions qui leur offrent le gîte et le couvert. Le point qui m'a le plus marqué, c'est ce paradoxe incroyable d'une espèce qu'on trouve parfois envahissante ici, mais qui est protégée et même en difficulté ailleurs dans son milieu naturel. Absolument. C'est vraiment le point clé à retenir pour comprendre la situation globale. Et enfin, la complexité de la gestion, cet équilibre super délicat à trouver entre éviter les problèmes en agissant sur les causes, nos déchets surtout, réduire les nuisances quand elles sont là avec des méthodes très encadrées et pas toujours populaires, et compenser l'impact de nos propres actions quand on doit intervenir sur leurs habitats. L'importance de nos petits gestes. Indéniablement. La base du b.a.-ba, c'est de bien gérer ses poubelles, de ne surtout pas nourrir les goélands, ni aucun oiseau sauvage d'ailleurs, même si on pense bien faire. C'est contre-productif. Et pour ceux qui ont des nids sur leur toit, avant de faire quoi que ce soit, se renseigner sur la réglementation locale, le statut de l'espèce, contacter la mairie ou des associations spécialisées. Et puis, se rappeler que l'agressivité qu'on peut percevoir, c'est presque toujours de la défense parentale. Ça aide à relativiser un peu, même si ça reste pénible sur le moment. Et une dernière pensée qui me vient en écoutant tout ça, cette cohabitation parfois tendue avec les goélands, est-ce que ce n'est pas au fond un miroir assez direct de notre propre impact ? Ces oiseaux si forts pour exploiter nos excès, nos déchets, nos aménagements, ils sont un peu des indicateurs, non? Des indicateurs bruyants et salissants, certes, mais des indicateurs quand même, de la façon dont on modifie notre environnement. Leur adaptation spectaculaire à notre monde nous force peut-être à nous poser la question: quelle place on veut vraiment laisser à cette nature qui s'adapte, qui résiste et qui s'invite là où on ne l'attend pas forcément? Comment on imagine une cohabitation plus durable, plus réfléchie, avec cette faune opportuniste qui partage nos villes? Voilà, peut-être une question à méditer.